Je suis Ethan Thompson, j'ai 34 ans, et j'ai bâti ma vie à partir de rien après des années passées dans l'ombre de ma sœur Rachel. Lorsque son invitation de mariage est arrivée après 3 ans de contact minime, je n'ai pas été surpris. Ce qui m'a choqué, c'est l'ultimatum de ma mère qui a suivi, assister au mariage ou être définitivement renié. Ils étaient loin de se douter que la déception familiale dont ils me menaçaient était désormais un succès de 50 millions de dollars, avec des ressources qu'ils ne pouvaient imaginer. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez, et cliquez sur le bouton s'abonner. Cette confrontation familiale a tout changé. Grandir dans un quartier de classe moyenne à Boston dans les années 1990 aurait dû être une enfance américaine typique. Notre maison coloniale à 2 étages sur Maple Street avait l'air parfaite de l'extérieur, avec ses haies bien taillées et le drapeau américain flottant près de la porte d'entrée. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique était tout sauf équilibrée. Depuis mes premiers souvenirs, il était clair que ma sœur Rachel était le soleil autour duquel notre famille gravitait. Mon père, Michael, travaillait comme comptable dans un cabinet prestigieux du centre-ville. C'était un homme de chiffres dans l'âme, calculant tout, des dépenses du ménage à la valeur perçue des réalisations de ses enfants. Ma mère, Karen, enseignait la littérature anglaise au lycée local, où elle était connue pour ses normes élevées et son système de notation inflexible. Tous deux apportaient ce même système d'évaluation rigoureux à la maison, surtout lorsqu'il s'agissait de comparer leurs 2 enfants. Rachel avait 3 ans de plus que moi, et dès que j'ai pu comprendre ce que signifiait la réussite, j'ai su que je vivais dans son sillage. Ses peintures aux doigts de maternelle étaient encadrées et exposées dans le salon. Ses certificats d'assiduité parfaite recouvraient le réfrigérateur. En 3e année, elle sautait déjà des classes en mathématiques et en lecture, obtenant l'attention particulière des enseignants qui m'auraient plus tard et diraient inévitablement « Oh, vous êtes le frère de Rachel Thompson. Nous attendons de grandes choses de vous aussi. » Notre maison était un sanctuaire dédié aux réalisations de Rachel. Des trophées pour les concours scientifiques, les tournois de débat et les compétitions de piano bordaient les étagères de la salle familiale. Ma mère présentait Rachel à ses collègues comme notre petite génie, tandis que je n'étais que notre fils, Ethan. Le schéma s'est établi tôt et n'a fait que s'accentuer avec l'âge. Lorsque Rachel a été acceptée dans un prestigieux lycée privé avec une bourse partielle, mes parents ont organisé une garden party et ont invité tous ceux qu'ils connaissaient. Mon père a prononcé un discours sur le fait qu'elle était destinée à la grandeur, tandis que je servais le punch aux invités. J'avais alors 12 ans et je comprenais déjà ma place dans la hiérarchie familiale par comparaison. Mon parcours scolaire était banal à leurs yeux. Là où Rachel excellait dans l'apprentissage structuré, la mémorisation et la passation de tests, j'avais du mal à rester assis et à me concentrer sur des sujets qui ne captaient pas mon intérêt. Mes bulletins scolaires étaient une mer de B et de C, avec des commentaires d'enseignants comme « Ethan a du potentiel, mais manque d'application et doit se concentrer davantage en classe ». Ce que mes parents ne remarquaient pas, c'est que j'excellais différemment. Alors que Rachel gagnait le concours scientifique avec ses projets méticuleusement documentés, je vendais des CD de mix personnalisés à mes camarades de classe, gagnant plus d'argent en une semaine que mon allocation mensuelle. Quand j'avais 14 ans, j'ai créé une entreprise de tonte de pelouse qui employait 3 enfants du quartier et desservait 20 maisons par semaine. À 16 ans, je m'étais étendu au déneigement en hiver et je gagnais assez pour acheter ma première voiture. J'ai utilisé une Honda Civic que j'ai payée entièrement moi-même. Mes parents ont qualifié ces entreprises de petits projets mignons, plutôt que de les considérer comme l'esprit d'entreprise qu'ils étaient. Lorsque j'ai essayé d'expliquer mon modèle économique pour le service de tonte de pelouse, mon père m'a interrompu en disant « C'est bien, Ethan, mais quand vas-tu améliorer ta note d'algèbre ? C'est ce qui compte pour l'université. » Mon 16e anniversaire reste particulièrement vif dans ma mémoire. J'avais fait allusion au fait que je voulais fêter ça dans le nouveau restaurant de viande du centre-ville. J'avais même économisé pour payer ma part, ne voulant pas accabler mes parents avec les dépenses. Le jour est arrivé, et je suis descendu pour trouver la maison vide, à l'exception d'une note griffonnée à la hâte, partie au championnat régional de débat de Rachel. Argent pour la pizza dans le tiroir. Bon anniversaire. Ils ne sont rentrés que vers minuit. Rachel avait remporté la première place et il l'avait emmené dîner au restaurant même où je voulais aller. Ils m'ont apporté un reste de dessert dans un récipient en polystyrène et n'ont pas compris pourquoi j'étais contrarié. Ne sois pas égoïste, Ethan, m'a grondé ma mère. C'était une grande réussite pour ta sœur. À l'approche de la fin du lycée, Rachel était major de promotion et se dirigeait vers Harvard avec une bourse importante.
J'avais des notes correctes et une petite entreprise florissante de revente de baskets en édition limitée en ligne qui générait près de $2000 de bénéfices par mois. Je voulais sauter l'université et développer mon entreprise, peut-être en ouvrant un magasin physique. La suggestion a été accueillie avec horreur. Aucun fils à moi ne sera boutiquier alors qu'il pourrait faire des études dignes de ce nom, a déclaré mon père. Ma mère a été tout aussi catégorique, ce n'est qu'une de tes phases, Ethan. Tu as besoin d'un diplôme sur lequel te rabattre lorsque ce petit hobby s'effondrera. Lorsque Rachel a eu besoin de fonds supplémentaires au-delà de sa bourse pour Harvard, mes parents ont réhypothéqué la maison sans hésitation. Lorsque j'ai demandé un prêt de $10 000 pour développer mon entreprise, en présentant un plan d'affaires détaillé prévoyant un rendement de 2 cents % dans les 18 mois, mon père a ri et m'a suggéré de grandir et de prendre la vie au sérieux. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue quand j'avais 19 ans. Après une dispute particulièrement vive à propos de mon avenir, au cours de laquelle ma mère m'a comparé défavorablement à Rachel pour la 100e fois, j'ai fait 2 valises et je suis parti. Les derniers mots de mon père ont été « Quand tu auras échoué là-bas, ne reviens pas en rampant en espérant que nous réparions tes erreurs. » Je ne savais pas alors que ce serait le début d'une décennie de contacts minimes, ni que la prochaine fois que je les verrais tous ensemble, ce serait à un mariage qui changerait tout. Les 6 premiers mois après avoir quitté la maison ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai fait du couchsurfing entre les appartements de 3 amis, en alternant chaque semaine pour ne pas abuser de l'hospitalité de qui que ce soit. Pendant la journée, je travaillais dans un kiosque de téléphonie cellulaire dans le centre commercial. Les nuits et les week-ends, je continuais mon commerce de basket en ligne, en emballant les commandes dans le coin de n'importe quel salon qui était temporairement le mien. Ma première tentative sérieuse de développer une entreprise a eu lieu quand j'avais 20 ans. J'avais économisé près de $15 000 et j'ai tout investi dans la création d'une boutique spécialisée de basket, en louant une petite vitrine dans un quartier en plein essor. Pendant 4 mois, les choses ont semblé prometteuses. Les ventes augmentaient et je me constituais une clientèle fidèle. Puis, il y a eu l'inondation. D'une canalisation qui a éclaté dans l'appartement au-dessus de mon magasin, j'avais lésiné sur l'assurance pour économiser de l'argent, et du jour au lendemain, j'ai perdu mon inventaire, mon investissement et mon élan. Je pouvais presque entendre la voix de mon père, c'est pour ça que tu avais besoin d'un plan de secours. Trop fier pour rentrer à la maison et admettre ma défaite, j'ai pris un deuxième emploi de concierge de nuit dans un immeuble de bureau du centre-ville tout en travaillant encore au centre commercial pendant la journée. Le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le tournant est survenu lors de l'un de ces quarts de nuit de nettoyage. Le bureau que j'aspirais appartenait à Marcus Donovan, qui était resté tard pour terminer un projet. Marcus était un vétéran de l'industrie technologique qui avait créé et vendu 2 entreprises prospères. Il m'a vu étudier les livres de stratégie sur son étagère pendant que je dépoussiérais et a engagé la conversation. Vous semblez plus intéressé par la stratégie d'entreprise que par le nettoyage, a-t-il observé en se penchant en arrière sur sa chaise. J'essaie de tirer les leçons de mes erreurs, ai-je admis, puis je me suis surpris à lui parler de mon magasin raté et de mes précédentes entreprises. Ce que je pensais être une brève conversation s'est transformé en une séance de mentorat de 3 heures qui a changé la trajectoire de ma vie. Marcus a vu en moi quelque chose que mes parents n'avaient jamais vu, un instinct entrepreneurial brut qui avait besoin d'être affiné, et non rejeté. Votre problème n'est pas le manque d'ambition ou d'idées, m'a-t-il dit. C'est que vous jouez dans des espaces avec de faibles marges et des frais généraux élevés. C'est dans le monde numérique que réside la véritable évolutivité. Sous la direction de Marcus, j'ai commencé à apprendre la programmation la nuit. J'ai quitté mon emploi au centre commercial et j'ai convaincu Marcus de m'embaucher comme assistant administratif dans son entreprise, en absorbant tout ce que je pouvais sur la façon dont les entreprises technologiques prospères fonctionnaient. À 24 ans, j'avais développé la version initiale de ce qui allait devenir Nexus Platform, une solution logicielle qui rationalise la logistique de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises de commerce électronique. La première version était brute, mais prometteuse. Marcus m'a aidé à affiner mon argumentaire et m'a présenté à quelques investisseurs potentiels. Ce qui a suivi a été une éducation brutale en matière de résilience. J'ai été rejeté 37 fois. Certains investisseurs ont été francs, trop jeunes, trop inexpérimentés. D'autres ont été condescendants, revenez quand vous aurez fini l'université. Quelques-uns ont été carrément cruels. Le 38e argumentaire a été présenté à Westlake Venture, une petite entreprise connue pour prendre des risques avec des fondateurs non conventionnels. Ils ont vu le potentiel là où d'autres ne l'avaient pas vu et ont offert $750 000 de financement de démarrage pour une participation de 15%.
J'ai accepté immédiatement. Les 5 années suivantes ont été un flou de journées de travail de 18 heures, de dîners de nouilles ramen et du type de croissance qui attire l'attention. Nexus Platforms s'est étendu de la gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'infrastructure complète du commerce électronique. À la 3e année, nous avions levé une série A de 8 millions de dollars. La 4e année a apporté une série B de 25 millions de dollars, évaluant l'entreprise à un peu plus de 100 millions de dollars. Tout au long de ce processus, j'ai pris une décision stratégique qui a déconcerté de nombreux conseillers, j'ai gardé l'entreprise privée. Les capital risqueurs ont insisté pour une introduction en bourse, arguant que la cotation en bourse fournirait des capitaux pour une expansion plus rapide. Mais j'avais vu trop de fondateurs perdre le contrôle de leur vision après être entrés en bourse. Je voulais construire quelque chose de durable, pas seulement courir après les rapports de bénéfices trimestriels. Au moment où j'ai eu 32 ans, Nexus Platforms s'était développé pour servir plus de 15 000 entreprises dans le monde entier. Notre valorisation a atteint 500 millions de dollars, et ma participation dans l'entreprise faisait de moi, sur le papier du moins, une personne valant un peu plus de 50 millions de dollars. Nous employions plus de 300 personnes dans des bureaux à Boston, San Francisco et Londres. Tout au long de cette période de croissance explosive, j'ai maintenu un profil délibérément bas. Je donnais rarement des interviews et déclinais les invitations à des événements industriels de haut niveau quand c'était possible. Une partie de cela était stratégique, afin de ne pas donner d'indices à nos concurrents. Une partie était une préférence personnelle, car je n'ai jamais été à l'aise sous les feux de la rampe. Et si je suis honnête, une partie était une insécurité persistante de mon enfance, la peur que si j'affirmais trop fort ma réussite, quelqu'un viendrait souligner toutes les façons dont je n'étais pas à la hauteur. Mes contacts avec ma famille pendant ces années ont été minimes. Rachel et moi échangions des textos occasionnels pour les anniversaires et les fêtes. Elle s'épanouissait dans sa carrière médicale, ayant obtenu son diplôme de Harvard et terminé son internat au Massachusetts General Hospital. Mes parents appelaient rarement, généralement à Noël, et les conversations duraient moins de 10 minutes. Ils ne posaient jamais de questions détaillées sur mon travail au-delà de « Tu fais toujours ce truc d'ordinateur ?» Je n'ai jamais donné d'informations sur mon succès grandissant. Rétrospectivement, j'attendais qu'ils me le demandent, qu'ils montrent un intérêt sincère. Ils ne l'ont jamais fait, et ainsi le fossé s'est creusé, rempli de réalisations tacites de mon côté et de suppositions de médiocrité du leur. C'est dans ce gouffre d'incompréhension qu'est arrivée l'invitation au mariage de Rachel, mettant en branle une confrontation qui couvait depuis 15 ans. L'invitation est arrivée un mardi de mars, une enveloppe élégante de couleur crème avec une calligraphie dorée. Avant même de l'ouvrir, je savais ce qu'elle contenait. Rachel m'avait envoyé un texto un mois plus tôt avec un message désinvolte, « Je te préviens juste, Andrew et moi avons fixé une date pour juin. Invitation formelle à venir bientôt. » Andrew Caldwell était un neurochirurgien que Rachel avait rencontré pendant son internat. D'après ce qu'elle avait partagé, il venait d'une famille aisée du Connecticut et avait suivi son père et son grand-père en médecine. Ils sortaient ensemble depuis 3 ans. J'ai ouvert l'enveloppe dans mon appartement terrasse surplombant la ligne d'horizon de Boston, 30 étages au-dessus de la ville où j'ai grandi en me sentant petit. L'invitation était de bon goût et traditionnelle, annonçant l'union de Rachel Thompson et Andrew Caldwell à l'église Saint-Élisabeth, avec une réception qui suivrait au Brayfield Estate. J'ai reconnu immédiatement le lieu. Nexus Platforms y avait organisé notre événement annuel d'appréciation de la clientèle 6 mois plus tôt, en louant l'ensemble de la propriété pour une soirée qui coûtait plus que les salaires annuels de la plupart des gens. C'était l'un des lieux les plus exclusifs de Boston, avec une liste d'attente de 2 ans pour les dates de week-end. Mon téléphone a sonné ce soir-là alors que je passais en revue les projections trimestrielles avec mon directeur financier. Le nom de ma mère est apparu à l'écran, un événement rare qui a instantanément déclenché une tension familière dans ma poitrine. Je me suis excusé auprès de la réunion et j'ai répondu. « Bonjour, Ethan. As-tu reçu l'invitation de Rachel ? » Pas de salutation, pas de questions sur mon état, directement au but. « Oui, c'est arrivé aujourd'hui. » Bien. Je t'appelle pour souligner à quel point il est important que tu sois présent. C'est un jour important pour ta sœur. Son ton portait la même attente de conformité qui avait coloré mon enfance. J'avais 34 ans, je dirigeais une entreprise multinationale, et pourtant une conversation avec ma mère pouvait instantanément me ramener à l'époque où j'étais le fils adolescent décevant. Je vais devoir vérifier mon emploi du temps, ai-je répondu, un mécanisme de défense automatique se mettant en marche. Les choses sont assez occupées au travail. Il y a eu une forte inspiration de l'autre côté de la ligne.
Occupé? Trop occupé pour le mariage de ta seule sœur? Qu'est-ce qui pourrait bien être plus important dans ce travail de vente au détail que tu fais? Je n'ai pas corrigé sa supposition sur ma carrière. Après des années à rejeter mes ambitions entrepreneuriales, mes parents s'étaient arrêtés à la conviction que je travaillais dans la gestion de vente au détail, peut-être en tant que superviseur de magasin ou directeur de district. C'était plus facile que d'expliquer que je dirigeais une entreprise technologique qu'ils ne comprendraient pas. C'est une question d'engagements antérieurs, mère. Je vais devoir voir ce qui peut être réorganisé. Engagements antérieurs, a-t-elle répété, sa voix dégoulinant de dédain. Tu as toujours été égoïste, Ethan, toujours à penser à toi d'abord. Rachel a toujours été là pour les événements familiaux, malgré sa carrière médicale exigeante. C'est ta dernière chance de faire partie de cette famille. La menace planait dans l'air entre nous. Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait de tels ultimatums, mais quelque chose dans celui-ci semblait différent, plus définitif. C'est donc ce que c'est, un ultimatum pour assister ou être renié, ma voix est restée calme, démentant la colère qui mijotait en dessous. Ne sois pas dramatique, a-t-elle rétorqué. Je me contente de souligner que les familles se soutiennent mutuellement pendant les moments importants. Rachel et Andrew sont parfaits l'un pour l'autre. Il vient d'une excellente famille, avec des relations qui pourraient t'aider si tu te donnais la peine de te montrer et d'être civilisé. Voilà, le rappel subtil que ma sœur, qui a réussi, allait épouser une famille encore plus prospère, alors que je restais le moins performant qui avait besoin de leur aide. Je vous ferai part de ma décision bientôt, ai-je dit, en terminant l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Je me suis tenu devant mes fenêtres du sol au plafond, à regarder les lumières de la ville en contrebas et à sentir le poids familier des attentes familiales peser sur moi. Une partie de moi voulait refuser par dépit, pour enfin tenir bon contre les années de comparaison et de déception. Une autre partie aspirait à la réconciliation, à la chance d'être enfin vu pour ce que j'étais devenu. Le lendemain soir, j'ai rencontré mon ami le plus proche, Jason, pour prendre un verre à notre endroit habituel, un bar discret qui offrait intimité et discrétion à ses clients les plus reconnaissables. Alors, le fils prodigue est rappelé à la maison, a déclaré Jason après que j'ai expliqué la situation. Jason avait été mon colocataire pendant ces premières années difficiles et avait été témoin de première main à la fois de mon ascension et de la dynamique familiale douloureuse dont j'avais échappé. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis en faisant tourner le scotch dans mon verre. Une partie de moi veut se montrer en hélicoptère et faire une entrée fracassante juste pour voir leur visage. Jason a ri. Bien que je paierais cher pour voir ça, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose de plus significatif. À quand remonte la dernière fois que tu les as vus en personne? Rachel, il y a environ 2 ans, quand elle était en ville pour une conférence. Mes parents, pas depuis Noël il y a 5 ans, et ce n'était qu'un bref dîner. Ils n'ont vraiment aucune idée de ce que tu as construit, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Ils n'ont jamais demandé, alors je n'ai jamais rien dit. Je suppose que j'attendais qu'ils montrent de l'intérêt. Et maintenant, vous êtes tous les deux pris dans cette impasse, où ils pensent que tu es un manager de vente au détail, et tu les laisses le croire parce qu'ils ne croyaient pas en toi. Dit de cette façon, cela sonnait enfantin, mais les émotions suivent rarement des schémas logiques, surtout celles qui sont enracinées dans les blessures de l'enfance. Que ferais-tu, ai-je demandé. Jason a réfléchi à la question. J'irai. Pas pour eux, mais pour toi. Termine ce chapitre d'une manière ou d'une autre. Soit ils te voient pour ce que tu es maintenant, et il y a une certaine réconciliation, soit tu confirmes que rien n'a changé, et tu peux cesser de te demander si les choses pourraient être différentes. Ce soir-là, j'ai envoyé une simple carte de réponse indiquant que je serais présent, seul, sans l'option +1. Je n'ai pas expliqué ni développé. Je n'ai pas dit que j'avais mis fin à une relation occasionnelle quelques semaines plus tôt, ni que j'étais toujours trop occupé pour une relation sérieuse. J'ai simplement confirmé ma présence et je suis retourné à la construction de l'empire dont personne dans ma famille ne connaissait l'existence. À l'approche du mois de juin, l'anxiété de reprendre mon rôle de déception familiale a grandi. Je me suis retrouvé à travailler plus tard, comme pour prouver ma valeur à moi-même avant d'affronter ceux qui ne l'avaient jamais vu. Les semaines précédant le mariage de Rachel se sont déroulées dans un tourbillon de réunions avec des investisseurs et d'étapes importantes dans le développement de produits. Si mon équipe de direction a remarqué que je me poussais plus fort que d'habitude, elle ne l'a pas mentionné. Au lieu de cela, ils ont égalé mon intensité, supposant peut-être que nous nous préparions à une autre phase de croissance. 2 semaines avant le mariage, je me suis finalement permis de me concentrer sur la réunion de famille à venir.
J'ai rendu visite à Giorgio, mon tailleur habituel, pour un nouveau costume, pas n'importe quel costume, mais un costume qui parlait subtilement de succès sans être ostentatoire. Quelque chose de spécial pour celui-ci, Monsieur Thompson, a demandé Giorgio en prenant mes mesures, bien qu'elle n'ait pas changé depuis ma dernière visite. Le mariage de ma sœur, ai-je répondu. Je veux avoir l'air approprié, mais pas comme si j'essayais trop fort. Giorgio a hoché la tête en connaissance de cause. Je comprends parfaitement. Nous opterons pour le bioni bleu marine sur mesure, assez traditionnel pour un mariage, mais la qualité parlera d'elle-même à ceux qui la reconnaîtront. J'ai également fait en sorte que Thomas, mon chauffeur habituel, soit disponible tout au long du week-end du mariage. L'idée de me retrouver dans la circulation de Boston, combinée à la tension émotionnelle de l'interaction familiale, me semblait inutilement stressante. La Mercedes S-Classe noire n'était pas tapa accent grave-l'œil selon les normes des milliardaires, mais c'était certainement un cran au-dessus des Uber et des taxis que la plupart des invités au mariage utiliseraient. 3 jours avant que je ne doive m'envoler pour Boston, une crise a éclaté au travail. L'un de nos plus gros clients a subi une panne d'intégration de système qui menaçait de perturber l'ensemble de ses opérations. En tant que PDG, j'aurais pu déléguer le problème à notre équipe technique, mais ce client particulier était avec nous depuis le début. Je me sentais personnellement responsable de m'assurer que leur problème était résolu. Pendant 48 heures, j'ai travaillé aux côtés de nos ingénieurs, dormant sur le canapé du bureau et me nourrissant de café et de plats à emporter. Au moment où nous avons mis en œuvre une solution, il me restait exactement 4 heures pour rentrer chez moi, prendre une douche, faire mes bagages et me rendre à l'aéroport. Plutôt que de reprogrammer sur un vol commercial, j'ai pris la décision d'utiliser le jet privé de l'entreprise. Nous l'avions acquis l'année précédente principalement pour les visites de clients et les voyages d'équipe, justifiant la dépense par le gain de temps et la productivité maintenue pendant le transport. Ce serait la première fois que je l'utiliserais pour ce qui pourrait être interprété comme un voyage personnel, bien que j'ai rationalisé le fait que le gain d'efficacité était nécessaire compte tenu de l'urgence du travail. L'atterrissage à Boston a suscité une vague d'émotions contradictoires. C'était la ville où j'avais grandi en me sentant inadéquat, mais aussi où j'avais construit mon succès à partir de rien. J'ai demandé à mon chauffeur de faire un détour par mon ancien quartier avant de me rendre à l'hôtel, remarquant à quel point les maisons semblaient petites maintenant, à quel point les rues qui avaient autrefois défini mon monde étaient ordinaires. J'avais réservé une suite au Four Seasons, non pas par extravagance, mais pour l'intimité et le service qu'il offrirait. Après mon enregistrement et mon déballage, j'ai trouvé une enveloppe qui m'attendait. À l'intérieur, il y avait une invitation au dîner de répétition, prévue ce soir-là dans un restaurant chic du centre-ville. La nature de dernière minute de l'invitation suggérait qu'il s'agissait d'une réflexion après coup, peut-être ajoutée après que ma mère ait confirmé que j'assisterais réellement au mariage. J'ai brièvement envisagé de refuser, mais j'ai décidé qu'affronter la famille dans un cadre plus restreint pourrait aider à désamorcer la tension lors de l'événement principal. Je suis arrivé à l'heure, entrant dans la salle à manger privée pour trouver environ 30 personnes déjà en train de se mêler. Ma mère m'a repéré immédiatement, ses expressions passant par la surprise, la reconnaissance et quelque chose comme la résignation avant qu'elle ne s'approche. « Je suis surprise que tu te sois réellement montré », a-t-elle dit en guise de salutation, embrassant ma joue à l'air. J'ai dit que je le ferais, ai-je simplement répondu. Avant qu'elle ne puisse répondre, Rachel est apparue, son visage s'illuminant de ce qui semblait être un plaisir authentique. « Ethan. Tu es venu. » Elle m'a embrassé chaleureusement, puis a reculé pour m'examiner. « Tu as l'air bien. La vie doit bien te traiter. » Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste un bonheur sincère, et pendant un moment, j'ai ressenti un pincement de regret pour la relation fraternelle que nous aurions pu avoir sans le cadre comparatif de nos parents. La vie a ses hauts et ses bas, ai-je répondu sans engagement. Elle rayonnait, se tournant vers l'homme grand et d'une beauté classique à côté d'elle. Voici Andrew. Andrew, mon frère Ethan. Andrew Caldwell a tendu la main avec un sourire confiant. Ravi de vous rencontrer enfin. J'ai si peu entendu parler de vous que j'étais très curieux. Le commentaire aurait pu être acerbe, mais son ton était léger, presque conspirateur, comme s'il reconnaissait l'étrangeté de la situation. Je me suis immédiatement senti attiré par lui. De même, ai-je répondu. Félicitations pour avoir trouvé quelqu'un de bien trop bien pour vous. Rachel a ri, semblant satisfaite de notre entente. Je suis si heureuse que tu sois là. Viens rencontrer les parents d'Andrew. Le dîner s'est déroulé avec la navigation maladroite typique des événements familiaux où tout le monde est sur son meilleur comportement.
Mon père m'a salué d'une brève poignée de main et d'un commentaire sur mon costume à l'air cher, réussissant à le faire sonner plus comme une critique que comme un compliment. Divers parents que je n'avais pas vus depuis des années ont tenu de petites conversations, évitant soigneusement les questions sur ma vie ou ma carrière au-delà de vagues questions sur le fait que j'étais toujours dans le commerce de détail. Pendant le plat principal, j'ai entendu mon père parler à l'oncle d'Andrew à travers la table. Notre Rachel a toujours été la plus ambitieuse, disait-il. Elle a obtenu son diplôme en tête de sa classe à la faculté de médecine de Harvard, tout comme Andrew. Ethan essaie encore de trouver sa voie, mais nous sommes pleins d'espoir. Je me suis concentré sur la découpe de mon steak en morceaux parfaitement uniformes, réprimant l'envie d'intervenir avec mes réalisations réelles. Le moment n'était pas opportun. S'il devait y avoir une confrontation, ce ne serait pas ici, dans ce prélude soigneusement orchestré. De retour dans ma chambre d'hôtel, je suis resté éveillé à repasser les interactions de la soirée. Il y avait eu des moments où j'ai failli révéler la vérité, en particulier lorsque le père d'Andrew, un important banquier d'investissement, avait discuté des tendances du marché qui avaient un impact direct sur mon industrie. Il aurait été si facile d'offrir des idées qui auraient clairement montré que j'étais plus que le travailleur de détail sous-performant qu'ils imaginaient, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être était-ce la crainte persistante que, même avec tout ce que j'avais accompli, ce ne serait toujours pas suffisant à leurs yeux. Ou peut-être était-ce la réalisation que le jour du mariage lui-même fournirait un moment de vérité plus définitif. Quoi qu'il en soit, alors que je dérivais finalement vers le sommeil aux petites heures du matin, je savais que demain allait modifier de façon permanente ma dynamique familiale, pour le meilleur ou pour le pire. Le matin du mariage de Rachel s'est levé radieux et clair, le genre de journée de juin parfaite dont rêvent les organisateurs de mariage. Je me suis levé tôt, en partie à cause des effets persistants du fuseau horaire de la côte ouest et en partie à cause de l'anticipation de ce qui m'attendait. J'ai commandé un petit déjeuner en chambre et j'ai examiné des rapports d'entreprise, trouvant du réconfort dans la routine familière. À 9h30, mon téléphone a sonné avec un appel de ma directrice de l'exploitation, Lisa. Désolé de vous déranger pendant votre temps personnel, Ethan, mais nous avons une situation avec l'expansion australienne. L'approbation réglementaire que nous attendions a rencontré un problème, et l'équipe de Sydney a besoin d'une autorisation exécutive sur une approche alternative. Pendant l'heure suivante, j'ai été complètement immergé dans le mode affaires, participant à une vidéoconférence qui décrivait les défis réglementaires et les solutions potentielles. J'ai pris des décisions qui allaient avoir un impact sur des centaines d'employés et des millions de revenus, tout en étant assis dans un peignoir d'hôtel, quelques heures avant de voir ma sœur remonter l'allée. Le contraste entre ces deux mondes ne m'a pas échappé. Dans l'un, j'étais respecté, valorisé et chargé de prendre des décisions importantes. Dans l'autre, j'étais perpétuellement la déception familiale, le sous-performant qui ne pouvait pas se mesurer. Au moment où j'ai raccroché, j'avais juste assez de temps pour prendre une douche et m'habiller pour la cérémonie. Thomas a envoyé un texto pour dire qu'il attendait en bas avec la voiture. J'ai redressé ma cravate, glissé ma carte d'identité d'entreprise et quelques cartes de visite dans mon portefeuille par habitude, et je suis descendu. L'église était un monument historique de Boston, sa façade en pierre et ses vitraux projetant la permanence et la tradition. Je suis arrivé alors que les invités étaient placés, en chronométrant délibérément mon entrée pour minimiser les petites conversations d'avant la cérémonie. Alors que Thomas s'arrêtait au bord du trottoir, j'ai remarqué que plusieurs invités se tournaient pour regarder la Mercedes, des murmures commençant déjà sur qui pouvait bien être à l'intérieur. Ma mère m'a intercepté dans le vestibule. Son expression étant un mélange de soulagement et d'irritation. « Tu arrives juste à temps », a-t-elle sifflé, redressant ma cravate déjà droite. Et cette entrée fracassante était-elle nécessaire ? Les gens parlent. Bonjour à vous aussi, mère, ai-je répondu calmement. La voiture n'est qu'un moyen de transport, rien de plus. Elle renifla avec désapprobation. Eh bien, viens alors. Tu es assis au 3e rang avec la cousine Margaret. Je l'ai suivi dans le sanctuaire, conscient des regards curieux de la famille élargie et des amis qui ne m'avaient pas vu depuis des années. La cérémonie elle-même était belle dans son élégance traditionnelle. Rachel avait l'air radieuse alors que notre père la conduisait dans l'allée, la poitrine gonflée de fierté. Le visage d'Andrew, alors qu'il la regardait s'approcher, montrait un amour authentique. Malgré les complications de la dynamique familiale, il était clair que ces deux personnes se souciaient vraiment l'une de l'autre. Pendant les vœux, je me suis senti émotionnellement touché de manière inattendue, non seulement par le bonheur évident de Rachel, mais aussi par l'engagement dont j'étais témoin. Malgré ma réussite professionnelle,
les relations personnelles avaient toujours été reléguées au second plan par rapport à la construction de mon entreprise. Regarder Rachel et Andrew se promettre leur vie l'un à l'autre m'a brièvement fait me demander si j'avais donné la priorité aux bonnes choses. La réception a eu lieu au Brayfield Estate, un manoir géorgien situé sur 20 acres de terrain soigné. 6 mois plus tôt, j'y avais accueilli 200 clients pour une soirée de réseautage et d'appréciation. Maintenant, je suis arrivé comme un simple invité de mariage, bien qu'un avec une connaissance intime de ce que coûte le lieu. Ma première indication que la fiction soigneusement entretenue de ma vie était sur le point de s'effondrer est survenue lors des affectations de places assises. Bien que faisant partie de la famille immédiate, j'ai été placé à la table 17, loin de la table familiale principale, assis avec des cousins éloignés et l'ancienne colocataire de Rachel à l'université. Le message était clair, j'étais de la famille par le sang, mais pas par l'inclusion. Pendant le toast de mon père au couple, le thème de la réussite comparative est apparu une fois de plus. Rachel nous a toujours rendus fiers, a-t-il dit, le verre levé haut, de sa première victoire au concours scientifique à la faculté de médecine de Harvard jusqu'à devenir l'incroyable médecin qu'elle est aujourd'hui. Et maintenant, elle a trouvé Andrew, qui lui correspond en tout point. L'excellence trouvant l'excellence. Il s'est arrêté, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait reconnaître son autre enfant, peut-être avec un commentaire générique sur le fait que la famille est complète en ce jour spécial. Au lieu de cela, il a continué avec des anecdotes sur les réalisations de Rachel pendant son enfance avant de conclure avec des vœux de bonheur au couple. Pendant le dîner, les questions ont commencé, d'abord de la cousine Margaret, qui ne m'avait pas vu depuis que j'avais 20 ans. Alors, Ethan, travailles-tu toujours dans ce magasin du centre commercial dont ta mère a parlé? La gestion de la vente au détail, c'est ça? J'ai souri poliment. J'ai changé de secteur. Je travaille maintenant dans la technologie. Oh, comme le support informatique? Mon fils fait ça dans un cabinet comptable. De bons avantages, dit-il. Avant que je ne puisse répondre, l'ancienne colocataire de Rachel a sauté. Tu es basé à Boston? Pour quelle entreprise travailles-tu? Je suis principalement à San Francisco maintenant, bien que nous ayons des bureaux à Boston. L'entreprise s'appelle Nexus Platform. Le nom ne signifiait clairement rien pour elle, et la conversation a dérivé vers d'autres sujets. J'étais à la fois soulagé et déçu, ayant momentanément envisagé d'en révéler davantage, mais me retirant finalement dans des réponses vagues par longue habitude. Le catalyseur du changement est survenu de manière inattendue pendant la partie dansante de la réception. J'étais au bar en train de commander un scotch lorsque le père d'Andrew s'est approché. « Ethan, ravi de vous revoir », a-t-il dit, me tapant sur l'épaule avec une familiarité vernaculaire. « Andrew parlant bien de vous, il dit que vous avez la tête sur les épaules en affaires d'après votre conversation d'hier soir. C'est gentil de sa part. » J'ai répondu, « Comment appréciez-vous la célébration, monsieur Caldwell ? S'il vous plaît, appelez-moi Richard. C'est un bel événement, bien que je doive dire que je suis curieux de votre travail. » Andrew a mentionné la technologie, et c'est un domaine sur lequel nous nous concentrons de plus en plus dans ma société d'investissement. Que faites-vous exactement? Son intérêt semblait sincère, sans le ton méprisant auquel j'étais habitué de la part de mes propres parents. Pourtant, des années de déviation étaient devenues une habitude. Je suis impliqué dans l'infrastructure du commerce électronique, ai-je dit, délibérément vague. Un domaine fascinant. Quelle entreprise? Nous avons peut-être croisé nos chemins professionnellement. Quelque chose dans son intérêt sincère a percé ma réserve habituelle. Peut-être était-ce le contraste avec le manque de curiosité de ma propre famille, ou peut-être simplement la fatigue de maintenir la mascarade. Quelle qu'en soit la raison, je me suis surpris à chercher mon portefeuille. En fait, c'est possible, dis-je, en sortant une carte de visite et en la lui tendant. Je suis le fondateur et PDG de Nexus Platform. Richard jeta un coup d'œil à la carte, puis fut pris d'un mouvement de recul, les yeux écarquillés. Nexus Platform? Le Nexus Platform? Vous êtes Ethan Thompson, le fondateur? J'acquiesçai, soudain conscient que plusieurs invités proches s'étaient tus, écoutant notre échange. Mais Richard semblait vraiment déconcerté. Nous avons essayé de participer à votre dernier tour de financement. Nos analystes évaluent votre entreprise à, quoi maintenant, plus de 500 millions de dollars? Plusieurs têtes se tournèrent. Quelqu'un à proximité murmura bruyamment, il a 10 millions. Richard était encore en train d'assimiler. Rachel n'a jamais mentionné. Je n'avais aucune idée que son frère était. Il s'arrêta,
semblant réaliser qu'il s'aventurait sur un terrain délicat. Je souris, crispé. La dynamique familiale peut être compliquée. Richard reprit ses esprits, se mettant instantanément en mode réseautage. Nous devrions parler. Mon cabinet cherche à développer son portefeuille technologique, et vos indicateurs de croissance sont impressionnants. Avez-vous une carte? Nous devrions organiser un déjeuner. Pendant qu'il parlait, je vis ma mère s'approcher, son radar social ayant clairement détecté une concentration inhabituelle d'attention. Elle arriva juste au moment où Richard disait « Vos solutions d'infrastructure révolutionnent le commerce électronique de milieu de gamme. » Le potentiel de croissance est énorme. Ma mère nous regarda, la confusion évidente. Je suis désolé d'interrompre, mais Rachel est sur le point de couper le gâteau. Richard, je crois que votre femme vous cherchait. Richard se tourna vers elle avec un respect nouveau. Karen, tu ne m'as jamais dit qu'Ethan était cet Ethan Thompson. Nexus Platform transforme l'infrastructure du commerce électronique, nous suivons leur croissance depuis des années. L'expression de ma mère passa de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose d'illisible. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Ethan travaille dans la vente au détail. Le silence gênant qui suivit fut rompu par le rire mal à l'aise de Richard. La vente au détail, Karen? Votre fils dirige une entreprise technologique de 500 millions de dollars. C'est l'un des fondateurs les plus innovants dans ce domaine. Plus d'invités s'étaient rassemblés maintenant, attirés par la tension indéniable. Mon père apparut aux côtés de ma mère, son expression exigeant des explications. De quoi s'agit-il, Ethan, demanda-t-il, son ton suggérant que je crée une scène. Avant que je puisse répondre, Richard continua avec enthousiasme, Michael, saviez-vous que Nexus Platform a traité plus de 12 milliards de dollars de transactions l'année dernière? L'entreprise de votre fils révolutionne le fonctionnement de la vente au détail en ligne. Le visage de mon père passa par les mêmes émotions que celui de ma mère, la confusion, l'incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à de la suspicion. Est-ce vrai? Exigea-t-il. L'ironie ne m'échappait pas. Le moment que j'avais à la fois anticipé et redouté depuis des années était arrivé, catalysé non pas par ma révélation, mais par la reconnaissance d'un étranger. L'ironie ne m'échappait pas. Oui, dis-je simplement. J'ai fondé Nexus Platform il y a 9 ans. Nous fournissons des solutions d'infrastructure de commerce électronique pour les détaillants de taille moyenne à grande. Ma mère retrouva sa voix, la colère commençant à prendre le pas sur la confusion. Pourquoi nous avoir caché cela? Pourquoi nous avoir laissé croire que tu étais en difficulté? La question alluma quelque chose en moi, des années de ressentiment refoulé remontant à la surface. Quand exactement avez-vous demandé, mère? Quand l'un de vous deux a-t-il exprimé un intérêt sincère pour ce que je construisais? Ne prends pas ce ton, avertit mon père, visiblement mal à l'aise face à la nature publique de cette confrontation. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Ce n'est jamais le cas, répondis-je. Ce n'était pas le moment quand j'avais 16 ans et que vous avez oublié mon anniversaire pour le championnat de débat de Rachel. Ce n'était pas le moment quand j'avais 19 ans et que j'ai demandé un petit prêt avec un plan d'affaires prévoyant des rendements de 200%. Quand exactement est-ce le moment de reconnaître que vous n'avez jamais cru en moi? La foule autour de nous s'était tue, la réception de mariage temporairement oubliée alors qu'un drame familial se déroulait. Du coin de l'œil, je vis Rachel se frayer un chemin à travers les invités, l'inquiétude gravée sur son visage. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle, nous regardant tour à tour. Maman? Papa? Ethan? Ma mère se tourna vers elle, la voix tendue d'une colère contenue. Votre frère nous trompe apparemment depuis des années. Il dirige une grande et importante entreprise technologique et n'a jamais pris la peine de le dire à sa famille. Rachel me regarda, une surprise sincère dans son expression. Est-ce vrai, Ethan? Pendant un instant, j'envisageais de partir, de mettre fin à cette confrontation douloureuse et de retourner à la vie que j'avais construite loin de leur jugement. Ce serait plus facile, plus propre. Mais fuir n'avait rien résolu dans le passé. Peut-être était-il enfin temps de tenir bon. Oui, dis-je. C'est vrai. Et nous devons parler de la raison pour laquelle aucun de vous n'a jamais su. La tension dans l'air était palpable alors que Rachel prenait doucement mon bras. Sortons, suggéra-t-elle, sa voix basse et stable, le calme du médecin en situation de crise. Elle se tourna vers Andrew, qui était apparu à ses côtés. Peux-tu t'assurer que tout continue ici? Nous avons besoin de quelques minutes. Andrew acquiesça rapidement,
signalant à l'orchestre de reprendre la musique, aidant à disperser la foule de spectateurs qui s'étaient rassemblés autour de notre drame familial. Rachel me conduisit à travers des portes-fenêtres sur une terrasse en pierre donnant sur les jardins du domaine, nos parents suivant à contre-cœur. Une fois seule, Rachel se tourna vers moi, son expression un mélange de confusion et de douleur. « Ethan, je ne comprends pas. Tu diriges une grande entreprise technologique. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste un réel désarroi, ce qui rendait d'autant plus difficile de maintenir ma position défensive. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» demandai-je. « Tu as toujours été l'enfant chéri, Rachel. Harvard Medical, une trajectoire de carrière parfaite, un fiancé parfait d'une famille parfaite. Quelle différence cela aurait-il fait si tu savais que j'avais aussi du succès ? Cela aurait fait toute la différence, dit-elle doucement. Ethan, je t'ai toujours admiré. Cela me stoppa net. Admiré ? Pourquoi ? Pour ton courage. Pour avoir tourné le dos et construit ton propre chemin. Elle jeta un coup d'œil en arrière vers la réception, puis baissa la voix. Tu crois que je ne sais pas comment ils nous ont comparés ? Comment ils m'ont érigé en modèle ? C'était étouffant, Ethan. Je n'ai jamais demandé ce rôle. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Pendant toutes mes années de ressentiment, je n'avais jamais envisagé que Rachel ait pu être piégée par les attentes de nos parents, tout comme j'avais été diminué par elle. Je pensais que tu l'avais embrassée, admis-je. Tu semblais prospérer grâce à leur approbation. J'ai fait ce qui était attendu, dit-elle. J'ai suivi le chemin qu'ils avaient tracé parce que c'était plus facile que de me battre, l'école de médecine, la spécialisation, le bon genre de mari. Elle secoua la tête. Ne te méprends pas, j'aime la médecine et j'aime Andrew, mais je n'ai jamais eu ton courage de définir le succès selon mes propres termes. Avant que je puisse assimiler cette révélation, Andrew monta sur la terrasse, refermant la porte derrière lui pour préserver notre intimité. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, se plaçant à côté de Rachel. « J'apprends juste que ma sœur n'est peut-être pas l'enfant chéri parfaite après tout, dis-je, tentant de plaisanter. Andrew sourit, me surprenant par sa franchise. Elle ronfle et ne sait pas cuisiner pour sauver sa vie, si cela aide à briser davantage l'illusion. Rachel lui donna un coup de coude enjoué avant de redevenir sérieuse. Andrew, savais-tu qu'Ethan dirige une grande entreprise technologique ? Nexus Platform. Il acquiesça. Le système hospitalier où je travaille utilise vos services pour notre chaîne d'approvisionnement médical. Quand j'ai entendu votre nom de famille lors du dîner de répétition, je me suis demandé s'il pouvait y avoir un lien, mais cela semblait improbable, étant donné. Il s'interrompit avec tact. Étant donné ce que la famille savait de moi, finis-je pour lui. J'aurais dû poser plus de questions, dit Rachel, le regret évident dans sa voix. Après ton départ de la maison, c'était comme s'il y avait une règle tacite de ne pas discuter de tes choix. Je pensais que tu prenais tes distances parce que tu voulais t'éloigner des attentes de la famille. C'était en partie ça, reconnus-je, mais j'en ai aussi eu marre de voir mes réalisations dévalorisées. À un moment donné, il est devenu plus facile de les laisser croire ce qu'ils voulaient que de continuer à me battre pour être reconnu. La porte de la terrasse s'ouvrit à nouveau, et nos parents apparurent, leurs expressions tendues d'une émotion contenue. Ma mère prit la parole en premier, sa voix cassante. « Je pense que tu nous dois une explication, Ethan. Pourquoi nous avoir délibérément laissés dans l'ignorance de ta vie ? As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'était d'apprendre le succès de notre propre fils par un étranger ? » La colère familière s'embrasa en moi. « Humiliant pour vous ? Comment croyez-vous que je me suis senti chaque fois que vous avez rejeté mes ambitions, chaque fois que vous m'avez comparé défavorablement à Rachel, chaque fois que vous avez clairement indiqué que j'étais la déception de la famille ? Nous n'avons jamais dit ça, intervint mon père. Vous n'aviez pas besoin de le dire explicitement, rétorquai-je. C'était dans chaque comparaison, chaque soupir de déception, chaque conversation qui se concentrait sur les réalisations de Rachel tout en traitant les miennes comme de jolis petits passe-temps. Nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour toi, insista ma mère. Nous essayions de te motiver à atteindre ton potentiel. Non, vous vouliez que je suive un chemin que vous compreniez. Quand j'ai essayé de tracer le mien, vous l'avez vu comme une rébellion plutôt que comme une ambition. Vous ne vous êtes jamais renseigné sur mon entreprise avec un intérêt sincère, jamais. Le visage de mon père rougit. Alors, c'était ça ? La vengeance ? Un plan élaboré pour nous prouver que nous avions tort ? Ce n'était pas à propos de vous, dis-je,
la vérité des mots me frappant au moment où je les prononçais. C'est ce que vous n'avez jamais compris. Mes choix, mon entreprise, ma vie, il ne s'agissait pas de rejeter vos valeurs ou de vous prouver que vous aviez tort. Il s'agissait de trouver mon propre chemin. Le fait que vous le considériez comme une tromperie plutôt que comme une réalisation en dit long sur la raison pour laquelle j'ai gardé mes distances. Un silence pesant tomba sur la terrasse. Rachel se rapprocha de moi, une démonstration silencieuse de soutien qui signifiait plus qu'elle ne pouvait le savoir. Je pense, dit-elle prudemment, que nous avons tous fait des hypothèses qui ont blessé cette famille. Maman, papa, Ethan a construit quelque chose d'incroyable. Au lieu de vous demander pourquoi il ne vous l'a pas dit, demandez-vous peut-être pourquoi il a senti qu'il ne le pouvait pas. Mon père sembla sur le point de contester quand la coordinatrice de mariage apparut à la porte de la terrasse, l'air désolé mais insistante. Je suis tellement désolé d'interrompre, mais il est temps pour la première danse, et les gens demandent les mariés. La tension fut brisée par ce rappel que nous étions, en fait, à une célébration de mariage. Rachel sembla tiraillée, visiblement réticente à quitter ce moment familial non résolu. « Vas-y, dis-je doucement. C'est ta journée. Nous pourrons terminer cette conversation plus tard. » Non, dit-elle fermement. Je ne vais pas faire semblant que tout va bien pour le bien des apparences. C'est exactement ce genre de pensée qui nous a amenés ici. Elle se tourna vers la coordinatrice. Veuillez dire à l'orchestre de jouer quelque chose pour les invités. Nous avons besoin de quelques minutes de plus. Après le départ de la coordinatrice, un silence mal à l'aise s'installa à nouveau. Je le brisai avec un soupir. Écoutez, je devrais probablement partir. Je ne suis pas venu ici pour provoquer une scène ou détourner votre mariage. N'ose pas faire ça, dit Rachel, me surprenant par sa véhémence. Tu es mon frère, et je veux que tu sois là. Nous allons arranger ça, à commencer maintenant. Andrew posa une main encourageante sur son épaule. Rachel a raison. Les conflits familiaux ne se résolvent pas en s'en allant. Je regardais mes parents, essayant de voir au-delà de ma propre douleur pour comprendre la leur. La posture rigide de ma mère et le regard défensif de mon père étaient familiers, mais en dessous, j'aperçus autre chose, la confusion, peut-être même le regret. Je n'avais pas l'intention de vous tromper, dis-je plus calmement. Au début, je me concentrais juste sur la survie, puis sur la construction de l'entreprise. Plus je passais de temps sans partager mon succès, plus il devenait difficile de combler ce fossé. J'attendais que vous demandiez, que vous manifestiez de l'intérêt. Vous attendiez que je vous donne volontairement des informations. Nous sommes dans cette impasse depuis des années. L'expression de ma mère s'adoucit légèrement. Tu aurais pu nous le dire. Et vous auriez pu demander, rétorquai-je. Quand remonte la dernière fois où l'un de vous deux m'a posé une question précise sur mon travail ou ma vie? Pas comment va le travail ou tu fréquentes quelqu'un de spécial, mais quelque chose qui montrait un réel intérêt pour qui je suis maintenant, pas qui vous attendiez à ce que je sois. La question resta en suspens, sans réponse parce que nous connaissions tous la vérité. La coordinatrice de mariage réapparut, l'air de plus en plus angoissé. Mademoiselle Thompson, je suis tellement désolé, mais vos grands-parents vous demandent, et la découpe du gâteau est prévue dans 10 minutes. Rachel me regarda, puis regarda nos parents. Ce n'est pas fini, dit-elle fermement, mais je dois aller être une mariée pendant un petit moment. Ethan, s'il te plaît, reste. Promets-le-moi. J'acquiesçai, bien qu'une partie de moi ait encore envie de m'échapper. Et vous aussi, s'adressa-t-elle à nos parents. Vous devez vraiment écouter ce que votre fils dit. Je vous aime tous les deux, mais il a raison, vous n'avez jamais accordé à ses choix le même respect que vous avez accordé au mien. Sur ce, elle prit la main d'Andrew et retourna à leur réception de mariage, me laissant seul avec nos parents pour la première fois depuis des années. Un silence mal à l'aise s'étira entre nous jusqu'à ce que mon père prenne enfin la parole, sa voix manquant de son ton autoritaire habituel. Alors, Nexus Platform, que fait exactement votre entreprise? C'était une petite ouverture, loin de la reconnaissance que j'avais autrefois désirée, mais c'était quelque chose. Et peut-être, après 15 ans d'incompréhension, quelque chose suffisait à commencer. Nous construisons l'infrastructure qui aide les détaillants en ligne à gérer leurs opérations, commençai-je, surveillant leur visage à la recherche de signes d'intérêt sincères. Considérez-le comme l'architecture invisible qui rend possible le commerce électronique. Au moment où j'ai rejoint la réception, Rachel se préparait pour la traditionnelle danse père-fille. Elle croisa mon regard à travers la pièce et me fit signe d'approcher. Changement de programme, murmura-t-elle quand je l'atteignis.
Papa, je veux danser avec mon frère. Quand notre tour arriva, alors que nous nous déplacions sur la piste de danse sous le regard attentif de la famille et des amis, elle me serra la main. Merci d'être resté. Merci de me vouloir. Ils essaient, répondis-je. Tu sais, dit-elle, hochant la tête vers nos parents, qui nous regardaient du bord de la piste de danse. Papa m'a posé des questions sur ton entreprise pendant que tu étais au bar. Il a même semblé impressionné. C'est un début, reconnus-je. C'est plus que ça, Ethan, dit Rachel. C'est une chance de reconstruire quelque chose que nous pensions tous irrémédiablement brisé. La question est, êtes-vous prêt à essayer? Regardant ma sœur, voyant l'espoir sincère dans ses yeux, je réalisais que le succès que j'avais construit signifiait moins 100 personnes avec qui le partager. Peut-être était-il temps d'étendre la même innovation et la même persévérance que j'avais appliquée aux affaires à mes relations familiales également. Je suis prête, dis-je, le pensant sincèrement. Ce ne sera pas facile, et il y aura des revers, mais je suis prêt à essayer. Alors que la musique se terminait, je reconduis Rachel auprès d'Andrew, puis me dirigeai vers l'endroit où se tenaient nos parents. Ma mère avait l'air incertaine, mon père mal à l'aise, mais tous deux restèrent en place alors que j'approchais, un petit acte de courage de la part de personnes qui avaient du mal à admettre qu'elles avaient peut-être eu tort. Ethan, commença ma mère avec hésitation, ta sœur dit que tu pourrais être disposé à dîner avec nous demain avant de quitter la ville. Nous aimerions cela, si tu voulais. Ce n'était pas des excuses ni une reconnaissance des blessures passées, cela viendrait plus tard, voire jamais, mais c'était une invitation à recommencer, à nous voir les uns les autres comme les personnes que nous étions devenus plutôt que les rôles que nous avions autrefois joués. J'aimerais ça aussi, dis-je, acceptant la branche d'olivier imparfaite pour ce qu'elle était, le premier pas hésitant vers un nouveau type de relation familiale, une relation basée non pas sur la comparaison ou l'attente, mais sur le fondement plus solide du respect mutuel. Les semaines qui suivirent le mariage de Rachel marquèrent le début d'une réconciliation prudente avec ma famille. Je suis retourné à San Francisco avec des émotions mitigées, incertain quant à savoir si la percée au mariage se traduirait par un changement durable ou s'estomperait pour laisser place à une nouvelle période de silence tendu. 2 mois plus tard, je me suis retrouvé à Boston pour une conférence d'affaires. J'avais envoyé un message à mes parents au sujet de ma visite, suggérant un dîner s'ils étaient disponibles. À ma grande surprise, non seulement ils acceptèrent, mais ils insistèrent pour m'accueillir chez eux, dans la même maison où j'avais grandi en me sentant perpétuellement inadéquat. Remonter le chemin familier semblait surréaliste, comme remonter le temps tout en étant parfaitement conscient de tout ce qui avait changé. Ma mère ouvrit la porte, son habituel examen critique remplacé par un sourire incertain. « Tu as bonne mine, dit-elle en me faisant entrer. La maison est la même, pour la plupart. Nous avons refait la cuisine l'année dernière. Le dîner fut d'abord une affaire forcée, nous évitant soigneusement tous les trois les pièges potentiels. Nous avons discuté du temps, de la lune de miel de Rachel et Andrew en Nouvelle-Zélande, et de la prochaine retraite de ma mère de l'enseignement. Ce n'est qu'au dessert que mon père s'éclaircit la gorge et aborda le problème de fond. Je levai les yeux. Votre entreprise, dit-il, son ton neutre mais pas dédaigneux. Des indicateurs de croissance impressionnants. L'acquisition de Barton a été une décision intelligente pour développer votre part de marché. Le fait qu'il ait fait suffisamment de recherches pour connaître notre récente acquisition d'un concurrent plus petit en disait long. Ce n'était pas des excuses pour des années de désintérêt, mais c'était une reconnaissance, et pour l'instant, c'était suffisant. Merci, répondis-je. C'était une négociation complexe, mais leur base de clients complète bien la nôtre. Une semaine plus tard, mon père appela avec une demande inattendue. Il serait à San Francisco pour une conférence de comptabilité et se demandait s'il pouvait voir mon bureau. J'acceptai, curieux de savoir ce qui avait motivé cet intérêt soudain. Quand il arriva au siège de Nexus Platform, j'observai son expression alors qu'il admirait le bâtiment élégant et moderne, l'espace de travail animé à air ouverte et le mur présentant la chronologie et les réalisations de notre entreprise. Pour la première fois de ma vie peut-être, je vis quelque chose qui ressemblait à de la fierté dans ses yeux alors qu'il me regardait. « Tout cela est à vous » demanda-t-il en désignant l'espace de bureau étendu où 300 employés s'appuyaient sur la vision que j'avais lancée sans rien d'autre que de la détermination et une lettre de refus de prêt. Construit à partir de zéro, confirmai-je. Voulez-vous la visite? Pendant 3 heures, je lui montrai tous les aspects de l'entreprise, le présentant au chef de département et expliquant notre technologie en termes que son esprit de comptable pouvait apprécier. Il posa des questions réfléchies et sembla sincèrement engagé. Alors que nous terminions dans mon bureau d'angle donnant sur la baie, il s'assit lourdement dans le fauteuil des visiteurs.
J'avais tort, dit-il simplement, sur votre potentiel, sur ce à quoi le succès pouvait ressembler. J'avais une définition étroite, et vous ne la respectiez pas. J'aurais dû voir la motivation en vous, même si elle était dirigée différemment de ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas une reconnaissance complète de toutes les façons dont lui et ma mère avaient favorisé Rachel ou rejeté mes ambitions, mais c'était l'aveu d'erreur le plus direct que je lui avais jamais entendu. Dans le contexte de l'économie émotionnelle de notre famille, c'était significatif. Merci d'avoir dit cela, répondis-je. Cela compte, même maintenant. Le cheminement de ma mère vers la reconnaissance fut plus lent et plus compliqué. Alors que mon père pouvait apprécier le succès commercial à travers le prisme objectif des chiffres et de la croissance, ma mère avait plus de mal à admettre qu'elle m'avait mal jugé. Son identité avait été trop étroitement liée à celle d'un parent qui savait le mieux, qui pouvait évaluer et diriger avec précision le potentiel de ses enfants. C'est Rachel qui a finalement aidé à combler ce fossé. Lors d'un appel vidéo 3 mois après le mariage, elle mentionna que notre mère avait posé des questions sur mon entreprise et mon parcours professionnel. Elle essaie, dit Rachel, à sa manière. Elle m'a demandé si je pensais que vous seriez ouvert à ce qu'elle vous rende visite un jour. Je pense qu'elle veut comprendre le monde que vous avez construit. Elle est la bienvenue à tout moment, dis-je, surpris de voir à quel point je le pensais. Rachel et Andrew sont devenus des alliés inattendus dans la reconstruction des liens familiaux. Libérés de la dynamique concurrentielle que nos parents avaient encouragée, Rachel et moi avons découvert une véritable amitié qui avait été impossible pendant notre enfance. Nous avons commencé des appels vidéo réguliers, nous rattrapant sur nos vies et nous souvenant parfois de notre enfance, recadrant les souvenirs d'enfance de nos perspectives d'adultes. Andrew, sans aucun enjeu dans la dynamique historique de notre famille, a souvent fourni des informations précieuses et objectives. Au cours d'une conversation sur une interaction particulièrement difficile avec notre mère, il observa, elle a du mal avec l'effondrement du récit. Pendant des années, elle avait une histoire sur qui était chacun de ses enfants. Maintenant, elle réalise que cette histoire était incomplète au mieux, une fiction au pire. Cela remet en question son identité en tant que parent qui comprenait ses enfants. Sa perspective m'a aidé à faire preuve de patience pendant les moments les plus lents de la réconciliation, comprenant que mes parents naviguaient également dans leur propre voyage de réalisation et de regret. 6 mois après la révélation du mariage, j'ai pris une décision qui a surpris même moi. En utilisant une partie de ma richesse personnelle, j'ai créé la bourse d'études Thomson New Venture, qui fournit un financement et un mentorat aux jeunes entrepreneurs issus de milieux difficiles. Le programme ciblait spécifiquement les personnes dont les idées d'entreprise avaient été rejetées ou sous-évaluées par les établissements d'enseignement et financiers traditionnels. Lorsqu'on m'a demandé dans une rare interview dans les médias ce qui avait inspiré cette initiative, j'ai parlé franchement de ma propre expérience de voir mes ambitions entrepreneuriales rejetées. Le succès n'est pas toujours linéaire ou traditionnel, ai-je dit aux journalistes. Parfois, les idées qui semblent les plus improbables sont celles qui ont le plus grand potentiel. Ces jeunes fondateurs ont juste besoin que quelqu'un les prenne au sérieux. Le programme de bourse d'études a apporté des récompenses personnelles inattendues. Travailler avec ces jeunes entrepreneurs innovants et avides a ravivé ma propre passion pour la construction et la création. Je me suis retrouvé à passer plus de temps à encadrer, trouvant une satisfaction à aider les autres à relever les défis auxquels j'avais été confronté seul. C'est grâce à ce programme que j'ai rencontré Stéphanie Chin, une brillante ingénieure système qui s'est portée volontaire comme conseillère technique pour les boursiers. Intelligente, directe et étonnamment peu impressionnée par la richesse ou le statut, elle a remis en question ma façon de penser comme peu d'autres pouvaient le faire. Ce qui a commencé comme une collaboration professionnelle a lentement évolué en amitié, finalement, en quelque chose de plus. Contrairement aux relations précédentes qui avaient été victimes de mes tendances de bourreau de travail, ma relation avec Stéphanie s'est développée à un rythme délibéré. Nous étions tous les deux des personnes axées sur leur carrière et qui appréciaient l'indépendance, trouvant l'équilibre dans la passion intellectuelle partagée et le respect mutuel plutôt que dans la codépendance. Tout en construisant ces nouvelles relations, j'ai également travaillé sur ma relation avec moi-même. Des années de thérapie m'ont aidé à traiter la dynamique de l'enfance qui avait façonné ma quête de succès et de reconnaissance. J'ai compris que si le favoritisme de mes parents avait été réel et dommageable, j'avais également intériorisé leur jugement, le faisant avancer longtemps après avoir quitté la maison. Le critique le plus sévère de votre vie est probablement encore vous, a observé ma thérapeute lors d'une séance. Vous avez connu un succès extraordinaire, mais vous vous êtes mesuré à une norme impossible d'approbation parentale qui n'était pas à venir. À un moment donné, vous devez définir le succès selon vos propres termes, pas comme une réponse aux blessures d'enfance.
Ces idées m'ont aidé à développer une relation plus saine avec la réussite et la reconnaissance. J'ai commencé à apprécier mes réalisations non pas comme une justification contre ceux qui avaient douté de moi, mais comme des expressions de mes talents et passions authentiques. Noël dernier, près de 18 mois après le mariage de Rachel, mes parents ont organisé une réunion de famille qui comprenait Rachel et Andrew, moi-même et Stéphanie, et quelques proches. Alors que nous étions assis autour de la table à manger qui avait autrefois été le lieu de tant de dynamiques familiales inconfortables, j'ai été frappé par tout ce qui avait changé. Mon père posa des questions détaillées sur les plans d'expansion internationale de Nexus Platform. Ma mère manifesta un intérêt sincère pour le programme de bourse d'études. Rachel et Andrew partagèrent la nouvelle de leur premier enfant attendu. La conversation se déroula sans le sous-courant de comparaison ou de jugement qui avait autrefois défini nos interactions familiales. Ce n'était pas parfait. De vieilles habitudes refaisaient parfois surface dans les commentaires désinvoltes de ma mère ou dans les suppositions de mon père. Je me surprenais parfois à me hérisser face à des affronts perçus qui n'avaient peut-être pas été voulus. Mais nous essayions tous, faisant preuve de grâce pour les faux pas et reconnaissant les progrès, aussi minimes soient-ils. En regardant en arrière sur le cheminement de l'exclusion familiale à la réconciliation, j'ai réalisé que le succès se manifeste sous de nombreuses formes. Bâtir une entreprise de 500 millions de dollars nécessitait de la vision, de la persévérance et du courage, mais reconstruire des relations familiales brisées nécessitait quelque chose peut-être d'encore plus difficile, la vulnérabilité, le pardon et la volonté de voir les gens tels qu'ils sont maintenant plutôt que tels qu'ils étaient dans le passé. Les blessures de l'enfance ne disparaissent pas avec le temps ou le succès, elles font partie de notre histoire, influençant la façon dont nous traversons le monde. Mais elles ne doivent pas définir nos relations futures ni limiter notre capacité de connexion. La même détermination qui m'a aidé à construire un empire commercial pouvait être appliquée à la construction de ponts là où ils avaient autrefois été brûlés. Je porte encore les leçons de ces premières années, la valeur de l'autonomie, le courage de poursuivre des voies non conventionnelles, la connaissance que la validation externe est éphémère au mieux. Mais j'ai ajouté une nouvelle sagesse, que la vulnérabilité exige plus de force que le stoïcisme, que le pardon profite autant à celui qui pardonne qu'à celui qui est pardonné, et qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire le récit des relations familiales. Pour ceux d'entre vous qui regardent et qui reconnaissent vos propres luttes familiales dans mon histoire, j'espère que vous en retirerez ceci, votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir. Le succès défini uniquement par le fait de prouver que les autres ont tort est une victoire vide de sens. La véritable épanouissement vient de la construction d'une vie authentique à vos valeurs et de vous entourer de personnes qui reconnaissent et respectent votre parcours unique. Avez-vous vécu des dynamiques familiales ou des réconciliations similaires? Qu'est-ce qui vous a aidé à aller de l'avant? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cela a résonné en vous. Merci d'avoir écouté mon cheminement de l'exclusion familiale à la réconciliation. Rappelez-vous, la validation la plus importante est celle que vous vous donnez à vous-même.